Une fois que j'arrive sur scène, avant d'être sur scène, je me dis putain, je vais pas y arriver. C'est trop dur. Tu vois la pièce, tu vois il y a le gouvernement qui rentre, tu vois tous les ministres qui sont à côté. Ouais. Après tu vois ce président, tu te lèves et tu te dis purée, c'est quand même un président de la République. Et tu vois la salle et tu te dis ouais, il y a le président de la République, c'est un. Et après t'as tous les ministres, t'as tous les gouverneurs, t'as des représentants de PTF, t'as des entrepreneurs. C'est même plus des entrepreneurs, aujourd'hui c'est des PDG de grands groupes qui sont là, tu vois. Aujourd'hui, sur Storytime, on a le plaisir de discuter avec Zine, cofondateur de Ando Company, notamment. Bienvenue à toi et merci d'avoir accepté notre invitation. Bah, merci beaucoup Axel, et très heureux d'être sur Storytime, j'ai hâte qu'on commence. Alors, en 2020, alors que la crise du Covid commence, tu cofondes Ando Company, qui est une entreprise donc qui fait de la collecte, du traitement et du recyclage de déchets. Pour l'instant, vous êtes sur Madagascar, enfin, en tout cas au niveau de la capitale. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé pour trouver les premiers financements pour lancer la boîte? Est-ce que genre vous aviez des économies de côté, ou est-ce que vous avez approché des proches éventuellement, ou est-ce que vous avez fait des prêts pour vous lancer? Alors, Ando Company, depuis toujours et jusqu'à aujourd'hui, c'est une entreprise qui a été construite et qui essaie de tourner sur fonds propres. Récemment, on a gagné quelques concours, mais honnêtement, au début, c'était pas du tout ça. C'était très compliqué de trouver un process. Et du coup, je vais revenir sur la genèse du projet. Ando Company, comment ça a commencé? En fait, après mon bac, j'ai fait mes études à l'étranger et j'ai découvert le tri sélectif. Je pense un petit peu comme tout le monde, quand tu sors de Madagascar et que tu vois ça, tu te dis waouh, c'est magique. Les étrangers, ils ont des poubelles, ils arrivent à en faire quelque chose. Juste parce qu'il y a 3 bacs de 3 couleurs différentes. Et en 2018, je suis repassé pour les vacances et c'était pendant la période des pluies. Pendant cette période-là, il y a eu une montée des eaux à Bessarit et il y avait plein de bouteilles qui flottaient. Et à ce moment-là, je me suis dit purée, il y a quelque chose à faire. Et entre-temps, avec une super amie qui s'appelle Johanna, on avait déjà pensé à faire du recyclage. À un moment, on pensait faire du papier. À un moment, on pensait faire des D3E, donc tout ce qui est électroménager, électronique, etc. Mais ce moment-là, 2018, ça a tourné, on s'est dit, on va faire du plastique. Et au fur et à mesure, on était encore étudiants, donc au fur et à mesure, on a essayé de chercher des solutions. Puis entre-temps, elle était dans la finance, donc elle avait pas forcément le temps de bosser dessus. Elle m'a dit, écoute, je te laisse y aller tout seul. Et j'ai fini mes études en 2019, et je me suis dit, soit je commence un truc sans argent à Madagascar pour recycler des bouteilles en plastique, soit je reste en France et je fais ma vie, je suis tranquille, etc. Et 2020, avec l'ancienne cofondatrice, on est revenu à Mada pour regarder. Et là, on a commencé à se lancer. On s'est lancé vraiment petit à petit. On a dit à notre famille et nos amis, rassemblez vos bouteilles, on en fera quelque chose dans quelques temps, dans 1 an, dans 2 ans, je savais pas. Au fur et à mesure, on a essayé de travailler avec nos fonds propres. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours la même chose. D'accord. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer le modèle économique qu'il y a derrière Ando Company? Genre comment vous générez des revenus pour pouvoir grandir? C'est une super question. Et c'est une question qui est super compliquée. Parce que on a énormément d'endroits où on génère des revenus, mais finalement, c'est pas les endroits auxquels on pense. Juste pour commencer, le recyclage, c'est un gouffre financier. Le recyclage, c'est un gouffre financier. Les pays occidentaux arrivent à le faire parce qu'ils sont subventionnés. Des entreprises en France, par exemple, comme Paprec ou comme Veolia, sont subventionnés par les villes, par le gouvernement, pour faire du recyclage. Et malgré ça, on arrive à trouver des conteneurs de déchets qui partent dans d'autres pays parce que ceux qui sont subventionnés n'arrivent pas, avec les moyens qu'on leur donne, à recycler. Ce qui fait que nos compagnies aujourd'hui génèrent des revenus à travers totalement autre chose. Et c'est là où je vais un petit peu introduire Kaki Agency, c'est que finalement, nos compagnies génèrent ces revenus grâce à la communication qu'on fait autour du processus de collecte, de transformation et de production de produits en plastique recyclé. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Les activités dans nos compagnies sont divisées en 3. On a ce qu'on appelle la partie sensibilisation et action. Donc on a 5 activités dedans. La majorité de ces activités-là, c'est l'activité de communication RSE. Donc soit c'est des activités avec des entreprises,
par exemple des actions coup de poing sur des événements, des actions coup de poing sur des journées internationales. Là, on arrive à faire de l'argent parce qu'il y a énormément de communication qu'on déploie avec Kaki derrière. On a la partie sensibilisation des communes et des charges, etc., où on ne gagne pas d'argent, mais on arrive à avoir des partenaires qui nous permettent de le faire de manière correcte, sans perdre de l'argent, on va dire. Mhm. La partie recyclage, on n'a aucun moyen de gagner de l'argent dessus, parce que il y a l'atelier, il y a la collecte, il y a le nettoyage, il y a l'électricité, parce que c'est quand même une usine, on va dire. C'est une petite usine aujourd'hui, mais ça reste une usine. Et cette partie-là, on a aucun financement dessus. Donc on est obligé de chercher ailleurs l'argent qui va dessus. Et en plus, maintenant, on a un système qui permet à ceux qui ont des déchets en plastique de, de donner leurs déchets. Et on les rémunère de manière, on va dire, minimale, mais on les rémunère quand même. Ouais. Et après, on a la vente de produits. Et la vente de produits, c'est pareil. On ne marge pas sur la vente de produits parce qu'on sait qu'un produit en plastique recyclé sera toujours plus cher que ses concurrents en bois, en métal. Mais derrière un produit, par exemple derrière la vente d'une salle de classe à un partenaire récent, on lui dit ok, nous on vous vend une salle de classe en plastique recyclé, on vous vend une journée d'inauguration avec les officiels au niveau de l'endroit qu'on équipe, et on vous vend une journée de rencontre avec avec les enfants à la rentrée, par exemple. Et dans tout ce package-là, le plastique nous fait toujours perdre de l'argent, mais la com nous permet un petit peu de survivre, on va dire. Ok. Donc en fait, c'est-à-dire que, en gros, on va dire que la vache à lait, en tout cas pour l'instant, c'est Kaki Agency et... Exactement. Ok, d'accord. Et je pense que ça sera toujours ça parce on a testé plusieurs business models. Hein. On a essayé de chiffrer plusieurs business models, de la vente de produits design pour les particuliers, impossible à rentabiliser, de la vente de matières premières plastique recyclé, impossible à rentabiliser. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on sait faire, on sait communiquer, bah allons sur ça. Donc finalement on a une deuxième agence de com. On a une industrie qui ne rapporte pas d'argent, mais on a une agence de com qui permet de faire vivre l'industrie. Et est-ce que... Parce que donc, du coup, ça veut dire que vous avez un double effort à faire. C'est que faut faire grandir Kaki Agency pour que justement l'argent généré par cette entreprise puisse financer la croissance de l'autre boîte. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même aussi pas mal d'efforts que vous mettez dans la compagnie pour que votre impact, en tout cas pour l'instant à l'échelle nationale, puisse être plus grand. Comment est-ce que, parce que tu as un cofondateur qui s'appelle Elodie, pour Randao Company? Elle n'est plus cofondatrice. Elle est plus cofondatrice? Ok. Aujourd'hui, c'est toi seul qui gère les deux boîtes. Si tu devais mettre un ratio, genre tu mets combien de pourcents dans un DAO Company et combien de pourcents dans Kaki, tu vois? Sachant que les deux sont critiques, et l'un dépend de l'autre. C'est super compliqué comme question. En fait, je vais dire comment gère mon agenda. Et je pense que ça parlera, mais en fait, sur mon agenda, j'ai 4 couleurs. J'ai le bleu pour Kaki, j'ai le vert pour Randao, j'ai le rose pour mes trucs perso. Par exemple, aujourd'hui, c'est ce créneau du matin, c'est un créneau rose et j'ai un créneau jaune pour l'équipe. On va dire, sur une semaine, allez, j'ai 30% de bleu, 20% de vert, on va dire, 20% de rose et 30% de jaune. Ah, quand même, ouais. Donc finalement, tout ce qui est jaune et tout ce qui est rose, ça profite indirectement aux deux. Aujourd'hui, on a notre interview Storytime. Moi, ça me permet de parler de Randao, ça me permet de parler de Kaki, tu vois. Donc finalement, ça permet aux deux d'être visibles, entre guillemets. Puis après, c'est rose, c'est perso, parce que ça le fait un petit peu. Mais c'est très dur, ça dépend des semaines, ça dépend des besoins. Aujourd'hui, on a aussi je vais pas dire une problématique, mais on a besoin de croître en termes de ressources humaines. En tout, on est 14. Ce qui est largement insuffisant pour tout ce qu'on veut faire. 14 sur les deux boîtes? On est 14 sur les deux boîtes sans moi. Parce que moi, en soi, tu vois. Je suis là et je suis pas là, on va dire. Parfois, il y a des moments où je peux ne pas être là parce que c'est la croisière. Mais ça dure 2 jours. Donc, je saute de l'un à l'autre dans la journée. J'essaie quand même de mettre un minimum de créneaux pour être assez concentré, pour avoir fait quelque chose. Mais pas prendre trop de temps pour ne pas perdre le créneau du changement d'un élément aujourd'hui. On va dire. En 2020, dans une interview que tu as accordée à 24/24, tu disais que Ando Company avait notamment pour ambition, je cite, de créer un centre de recyclage
de 4 hectares à Antananarivo. Aujourd'hui, est-ce que tu peux me partager où est-ce que vous en êtes par rapport à cette idée, en tout cas, Euh, qui est ambitieuse? Où est-ce qu'on en est par rapport à cette idée? Aujourd'hui, on a un atelier de 100 mètres carrés, Ok. donc on est encore très loin. Mhm. Néanmoins, il y a un projet qu'on souhaite lancer. On ne sait pas encore de quelle manière. On a déjà le business plan, on sait comment on veut le faire, etc., mais on ne sait pas de quelle manière. Nous, l'idée aujourd'hui, c'est de ne pas lancer un centre de recyclage, nous, mais de travailler avec les décharges sauvages pour structurer et apporter de la valeur au niveau des décharges. Et je pense que ça a plus de valeur ajoutée de travailler sur l'existant que de créer quelque chose qui part de zéro. Et comme je t'ai dit, dans ce temps-là, le business model, il était répliquer ce que Veolia et Paprec ont fait en France parce que c'est les mieux qu'on connaît. Et on se rendait pas compte que le recyclage ne permettait en aucun cas de gagner de l'argent. Et ça, c'était encore dans l'optique qu'on arrivait à faire. Aujourd'hui, on n'en fait pas et du coup, on a besoin on va aller faire les 4 hectares, on va en faire beaucoup plus, mais ça sera pas les nôtres, ça sera ceux des autres qu'on structurera, qu'on accompagnera et qui nous permettront d'avoir de la matière première que nous on travaillera. Est-ce que toi, à un moment, justement, parce que tu dis que c'est qu'avec le temps que tu t'es rendu compte avec ton équipe que, en termes de rentabilité financière, en tout cas, on n'y était pas encore. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de regretter peut-être un petit peu d'avoir choisi de t'être lancé dans cette aventure pour que tu te rendes compte au final que, bon, voilà, pour l'instant en tout cas, tu pouvais pas générer de revenus conséquents, ni pour ta boîte, ni pour toi. J'ai jamais regretté. J'ai jamais regretté de m'être dit que j'allais quitter la France pour revenir à Madaï faire quelque chose. J'ai jamais regretté d'avoir commencé en compagnie. Hier, j'ai fait un post sur LinkedIn. L'année dernière, le 4 mai, j'avais rencontré, c'était la première ministre que je rencontrais de ma vie. Dans le cadre de sa mission, c'était Madame Gabriela Versar, ministre de l'Éducation, ministre de, je vais écorcher, ministre de l'Éducation professionnelle et de la formation technique. Et en ce temps-là, j'étais très enjoué, j'avais révisé mon pitch, etc. Elle est venue dans nos bureaux chez Nexta, et puis je lui ai pitché le truc, je lui ai montré des échantillons qu'un concurrent anglais faisait. Et elle m'a dit, oui, mais quand est-ce que tu commences, tu vois? Je lui ai dit, ok, bah aujourd'hui, on n'a pas forcément les moyens pour commencer quelque chose, etc. Elle m'a dit, oui, mais faudrait que tu commences. Après, ça prendra au fur et à mesure. Et jeudi dernier, elle est passée à l'atelier. Elle a visité l'atelier, elle s'est dit, waouh, finalement, vous avez réussi, ça fait 1 an. Vous avez avancé sur quelque chose, tu vois. Et elle nous a fait comment dire, des petites recommandations. Elle était super contente de ce qu'on a réussi à faire. Et finalement, je regrette pas parce que entre le 4 mai 2022 où je vendais du rêve tout le temps, toute la journée, et le 11 mai 2023 où il y a des gens qui arrivent à l'atelier, qui voient le plastique recyclé, qui voient les premiers meubles qui vont sortir la semaine prochaine, il s'est quand même passé un truc. Malgré tous les sacrifices, malgré le fait qu'il n'y a pas les moyens, malgré le fait qu'il y a beaucoup d'heures de travail quand même. Et c'est pareil sur Kaki. Je pense que ça fait partie de l'aventure entrepreneuriale et finalement quand on regarde ceux qui ont réussi à créer de la valeur aujourd'hui, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle industrie et dans n'importe quelle période, ça peut être des entrepreneurs du Moyen-Âge qui ont commencé le commerce sur la Silk Road, ou un mec comme Elon Musk aujourd'hui qui veut aller sur Mars. Ils ont commencé avec que dalle en fait. Et c'est l'action qui donne les moyens, c'est pas les moyens qui donnent, qui créent des actions. Pour revenir rapidement par rapport aux moyens justement, est-ce que toi tu veux vraiment rester sur des financements fonds propres? Alors là, je parle pas des éventuels prix cash price que tu peux gagner, mais vraiment, est-ce que toi, tu t'envisages pas de lever des fonds pour faire grandir l'une des deux structures ou pourquoi pas les deux ensemble C'est en cours. On va dire que c'est en cours. C'est un dossier qu'on a travaillé depuis septembre. Là, on va peut-être sortir sur quelque chose, sur un premier. Bien sûr que si. J'ai quand même regardé pas mal d'entreprises, que ce soit en local à Madagascar ou que ce soit les Y Combinator, les plus grosses startups du monde avec Airbnb, etc. De la Silicon Valley. Et en fait, tu te rends compte que le moment où une entreprise arrive à passer d'une vraie idée à une solution qui soit locale, nationale, internationale, puis globale,
il faut passer par des séries de levées. Ouais. La différence entre une petite entreprise avec quelques cofondateurs qui ont un peu de moyens, un peu d'économie et un peu d'expérience, versus une entreprise, si on prend l'exemple de la France par exemple, qui passe en série A, elle est énorme. Et je peux pas me permettre de ne pas le faire parce que moi aussi à un moment je veux que ce soit énorme. Et comment est-ce que le financement dont tu parles, c'est pour un DAO ou plutôt pour Kaki, le dossier sur lequel vous bossez actuellement? C'est pour un DAO, mais ça va rapporter un petit peu à Kaki. Ok. Parce que moi je suis curieux de savoir, parce que on discute là et donc tu fais bien comprendre que financièrement en tout cas pour l'instant c'est pas viable et qu'il n'y a pas encore de business plan existant sur Terre qui pourrait faire en sorte que le recyclage en fait soit quelque chose qui rapporte. Comment est-ce que tu convaincs les investisseurs ou les gens qui vont donc qui participent à la levée de fonds pour justement injecter de l'argent dans la structure, sachant que potentiellement ça rapporte pas. Ou est-ce que là c'est vraiment des investisseurs qui se disent bon, on sait l'impact que vous avez, que vous pouvez avoir, et bon bah là on est prêt à lâcher tel montant, et puis même si on les revoit plus, c'est pas grave. Ou... Elle est trop bien ta question, parce que le recyclage ne rapporte pas, mais un DAO compagnie rapporte. C'est ça la différence. Nous, on a un business model qui nous permet de... Attends, comment je vais le dire? J'ai envie de le dire, mais en même temps, j'ai pas trop envie de le dire. Ah, ok. Non, mais j'ai trouvé une manière de le dire. Si, c'est ça. Le recyclage ne rapporte pas. Tu te lances dans une pure activité, dans une pure activité de recyclage, ça rapporte très peu. Il faut trouver des débouchés. Si tu vends la matière première, il faut trouver des débouchés, il faut trouver quelqu'un qui les rachète. Il faut assurer la qualité de tes matières premières. Aujourd'hui, le RPET, juste un exemple. Le PET, c'est ça. Donc, je pense que j'apprends rien aux gens. Ça, c'est du PET. Il y a un petit code ici, c'est écrit 1. Ça, c'est du PEHD. Et dedans, il y a un petit code où on voit un petit 2. Ça, c'est les bases du plastique. Le PET brut, sorti d'usine après transformation de pétrole, il vaut $1,200 la tonne. Le RPET, pour faire du RPET, donc c'est du Recycled PET, ça te coûte entre 1,500 et 1,900. Donc là, tu te dis déjà, bon, ok, le PET coûte beaucoup moins cher que du RPET. Le RPEHD, c'est pareil. T'as 60% de coût en plus sur du RPEHD que du PEHD. Le recyclage ne rapporte pas. Mais nous, on a un business model où on vend des packages qui nous permettent quand même de gagner de l'argent. Je mentirais si je te disais qu'aujourd'hui c'est une activité sociale qui va sur le futur faire aller 5%, 6% de marge. Non, c'est faux. Sur le futur, on a quand même pas mal de bénéfices prévisionnels, on va dire, mais pas sur le recyclage. C'est sur l'ensemble de ce qu'on fait qu'on arrive à apporter de la valeur. D'accord. Ok, d'accord. Et c'était super vague, mais... Ouais, non, ok, on essaie de... Ouais, ok, non, je comprends s'il y a une raison, si... Ouais, pour rentrer dans les détails, il y a aucun souci. Mais... Et là où tu veux lever des fonds, c'est quoi? C'est sur auprès de structures locales? Ou est-ce que c'est à l'international? Pour le moment, ça sera local. Pour le moment, ça sera local. Moi, je pense que Madagascar a les moyens. On a quelques fonds qui existent aujourd'hui. En fait, je pense que mais c'est mon avis personnel, hein. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui partageront pas cet avis. Aujourd'hui, je pense qu'on a quand même une certaine, un écosystème de l'entrepreneuriat qui est en train de se créer, que ce soit avec des incubateurs. Je parle beaucoup de Nexta, mais je vais encore reparler de Nexta, mais j'en parlerai d'autres, comme Zavtout par exemple sur la tech, comme ODC. On a des fonds d'investissement qui commencent à s'intéresser aux entrepreneurs, notamment Miracap. On a des fonds d'investissement un peu plus gros, comme FIAR, comme Madagascar Investment Club, etc., etc. Et j'en passe, il y en a plein. Je ne parle que d'eux, mais il y en a plein. Il y a des programmes liés à l'entrepreneuriat de pas mal de bailleurs. On a la BAD aujourd'hui qui a SMEBLP, etc., etc. Et je pense que quand on veut être entrepreneur, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on a au niveau local, parce que c'est le local qui va valoriser les entreprises locales. Et on est obligé d'apprendre à travailler avec ses pairs une fois qu'on aura épuisé le vivier local.
On ira plus loin, mais aller plus loin, c'est plus dur, c'est plus de travail, c'est plus de concurrence, parce qu'un compagnie aujourd'hui, face à d'autres entreprises dans le recyclage, par exemple Ocean Cleanup, qui ont 9 bateaux dans le monde, qui sont tracés par satellite et qui arrivent à donner en temps réel combien de kilos de plastique ils ont recyclé. Honnêtement, c'est pas que, mais nous, ce qu'on fait, voilà quoi, ça séduit pas. Et on a encore ce travail à faire au niveau local pour tout optimiser et après on passera à l'international. Et si tu arrives à lever ces fonds, ça te permettrait de faire quoi? Si on arrive à lever ces fonds, ça nous permettrait d'industrialiser. Aujourd'hui, on n'est pas industriel. Aujourd'hui, on est semi-industriel, on va dire. Il y a une grosse partie du processus de recyclage qui se fait à la main. Mhm. Il se fait à la main parce que les machines n'existent pas au niveau local. Donc, on a dû chercher ailleurs pour les trouver. Deuxièmement, pour importer ces machines, ça a un certain coût qu'on n'a pas forcément les moyens de sortir aujourd'hui. Mhm. Ensuite, on n'a pas la capacité de produire assez pour les avoir. Une fois qu'on aura ce financement-là, on commande toutes les machines, on produira en masse, entre guillemets, et on sera capable de dire, ok, sur ce mois-ci, on sort une salle de classe, 2 salles de classe, et non seulement on aura la capacité de vraiment recycler tout ce qu'on reçoit, mais surtout derrière, une partie de ces fonds-là servira à financer la collecte. C'est très bizarre à dire, mais un de nos plus gros problèmes, c'est qu'on n'a pas assez de déchets. Un déchet en plastique, pour qu'il soit recyclable, il faut qu'il ait une certaine salubrité, on va dire. Une certaine durée d'exposition au soleil, d'exposition à l'eau, d'exposition aux autres matières, qui lui permettraient encore d'être proche du brut. Et ça, on l'a pas. On a des projets et des process aujourd'hui qui sont en train d'être mis en place pour en avoir plus. Mais il faut qu'on arrive à les financer. Justement, on parlera de l'aspect collecte. Je veux savoir éventuellement, c'est pas indiscret, je ne donne pas de chiffre exact, mais t'as levé, t'espères faire en tout cas 8 chiffres, 9 chiffres en arrière, là je parle 10 carrément, enfin peut-être que ouais, pourquoi pas, hein, peut-être que mais si c'est plus que 10, hein, j'en sais rien, mais... Là, on est sur, allez, quelques dizaines de millions d'euros. D'accord. Ok, pour pouvoir passer un premier palier après. Voilà. Ok. Et tu parlais justement de la difficulté de trouver des déchets en fait qui étaient, on va dire, utilisables. Et récemment, il y a quelques jours, vous avez communiqué justement sur vos réseaux comme quoi les personnes qui étaient intéressées pouvaient déposer leurs déchets auprès de votre atelier à Ivat. Est-ce que tu peux me dire le résultat de cette journée, ça s'est passé comment? Est-ce que, je veux dire, vous avez atteint vos objectifs ou est-ce que c'était un peu en deçà de ce que tu aurais espéré L'objectif de cette journée-là, c'était d'accueillir une dizaine de personnes et de se dire, ok, on a 3 kilos par individu, donc 30 kilos. L'idée, c'est vraiment de tester, de voir si les gens sont prêts à déposer. Et je pense que de toute façon, sur la sensibilisation, tu vois, ça va prendre du temps. Les gens n'ont pas le réflexe de faire le tri chez eux. Il faut qu'on le mette en place. Et ensuite, il faut qu'on leur dise, vous pouvez les ramener. Finalement, on a fait 63 kilos et demi. Donc, c'est un petit peu le double de ce qu'on espérait. On était super contents de cette journée. Ça s'est passé beaucoup plus simplement que ce qu'on pensait parce que nous on a un petit peu paniqué sur ok mais si on a 100 personnes qui viennent etc avec 1 kilo faut des coupons parce qu'on a aussi une traçabilité derrière, faut des coupons, on va écrire les coupons, ils vont faire la queue, ils vont s'énerver etc, on aura des déchets dégueulasses. Finalement non, pas du tout, les gens ils viennent ils sont de bonne humeur déjà, ils sont contents de voir que leurs déchets deviennent quelque chose. Certains ont demandé à faire un tour dans l'atelier, on leur a montré un petit peu ce qu'ils pouvaient voir. Et finalement, c'est aussi en ouvrant ces portes, parce qu'on l'a appelé Journée Porte Ouverte. On est en train de chercher un nom à cette action-là, mais pour le moment, il s'appelle Journée Porte Ouverte. Et ouvrir les portes du recyclage comme ça permet aussi aux gens d'être sensibles à la cause et de se dire, punaise, en fait, ma bouteille, elle est devenue une poudre de plastique transparente. C'est trop bizarre, mais avant, je buvais de l'eau dedans. Je la mettais dans une benne à ordures. Ça partait un challenge, ça brûlait et ça devenait de la fumée noire, tu vois. Et maintenant, c'est des petites paillettes. Et ça donne de l'inspiration et ça permet aux gens d'être eux-mêmes ambassadeurs de la cause. Et donc, on a rempli un double objectif. Déjà, on a collecté plus que ce qu'on voulait, mais en plus, on a réussi à sensibiliser des gens et à leur transmettre le message pour qu'ils soient ambassadeurs, pour qu'ils transmettent le message
ainsi de suite. Ouais, franchement, c'est excellent. Et moi, je veux savoir, aujourd'hui, vous avez visé, enfin, en tout cas, la dernière fois, vous avez visé les particuliers. Mm. Est-ce qu'au niveau des industriels locales, il n'y a pas moyen de... Parce que je connais pas très bien l'écosystème, hein, donc faudra expliquer, mais il n'y a pas moyen de collecter peut-être plus de déchets à leur niveau pour être utile à la cause et en même temps pour un compagnie. C'est une très bonne question. En fait, si tu veux, notre première source de déchets, c'est les entreprises. Ok. Notre première offre et notre première prestation qui est toujours en vigueur aujourd'hui, c'est aller voir une entreprise, leur dire, écoutez, vous avez besoin d'une activité RSE. Nous, on a une activité RSE complète à vous offrir. On sensibilise tous vos collaborateurs. On vous construit un circuit de collecte. On fait vos collectes. On trace les déchets jusqu'à notre atelier. Et derrière, on en fait des produits à forte valeur ajoutée. Ouais. Et tout ça, nous-mêmes, on le communique pour vous, à votre charte, avec votre discours de communication, et en s'adaptant à votre planning de communication. Et ça, on le fait toujours aujourd'hui. Et c'est là où on a le plus de matières premières, c'est là où on apporte le plus de valeur, parce que du coup, quand tu prends une entreprise... Non, je vais pas nommer une entreprise, c'est pas cool. Quand tu prends une entreprise où tu as 1500 ou 2000 collaborateurs, que tu arrives à en former 80, que ces 80 sont convaincus, qu'ils en parlent aux autres collaborateurs, qu'à un moment, tu arrives à former les 1500, les 1500, c'est des familles. Ouais. Donc au final, tu impactes 6000 personnes. Tu vois. C'est là où on arrive à faire le plus de turn, on va dire. Dans l'industrie, on va dire qu'il y a déjà des parcours. Le plastique a déjà son parcours sur lequel nous, on peut pas se positionner. Pour le moment. Et l'idée, c'est pas de créer de la concurrence à ceux qui étaient déjà sur place, c'est de créer d'autres circuits en parallèle. Notamment, on a les circuits avec les communes, où on rémunère des gens au niveau des communes pour aller faire les collectes. On a le circuit de l'atelier où on rémunère ceux qui viennent déposer. On a un circuit qu'on est en train de créer sur un travail au niveau des décharges. On a ce qu'on appelle les actions coup de poing, où on se positionne sur des events. Récemment, on a fait Madagascar, par exemple. Ouais. Ouais, j'ai vu, ouais. Et donc, au final, on a plein de sources de déchets qui nous permettent de diversifier nos cibles à sensibiliser et qui nous permettent aussi d'avoir une certaine quantité de déchets sur tel ou tel type d'action. Mais l'objectif, c'est pas de faire tel chiffre sur telle action. L'objectif, c'est que l'ensemble des actions sur une semaine, sur un mois, arrivent à nous suffire pour qu'on tourne à 100% au niveau de l'atelier. Okay. Donc en fait, dans ce que vous proposez en entreprise, je pense que vous bouclez bien la boucle. Il y a une partie en fait vraiment consulting en fait en amont et ensuite après la mise en œuvre, vous occupez quasiment de tout en fait. Okay. Exactement. Okay. C'est là où on arrive à apporter la valeur. Ouais. Fin 2022, tu fais partie des gagnants du concours 3 de un pitch qui est organisé par Fiarine et t'es reparti avec un prêt à taux zéro de 20 millions d'arrière. Comment on se prépare pour ce type d'événement? Bon, j'imagine que stressé, t'as quand même pris, je pense, le temps de faire les choses, de répéter tout ça, mais est-ce que tu peux nous raconter peut-être un peu plus en détail comment toi tu l'as vécu à partir du jour où tu savais que t'allais pitcher en fait jusqu'à une seconde avant de monter sur scène, quoi? Je vais être super honnête, j'ai pas super bien préparé. T'as quand même gagné, quoi. T'es fort, hein. Franchement, j'ai de la chance, je te jure. Juste pour te dire, le PPT, je voulais pas mettre de PPT à la base. Non, je vais revenir au lancement du projet. Le projet, c'est un projet de Fiarine et l'idée, c'est d'être pitché le vendredi et le samedi. On était 56, je pense, ou 52, je sais plus trop. Et on a eu un brief le jeudi matin. On s'est dit, ok, voilà. Il y aura des finalistes qui vont aller pitcher devant toute l'Assemblée. Il y aura le président, il y aura tout le gouvernement, il y aura des représentants de PTF, et il y aura des entrepreneurs, etc., qui ont participé au programme Émergence. Donc on me dit, waouh, c'est des gens devant lesquels j'aurais jamais eu l'occasion de parler dans d'autres circonstances. Je me dis, waouh, quand même. Et la journée, on a préparé un pitch avec la chef de projet de Handao. On avait un premier pitch, on l'a trouvé un peu moyen. On avait un deuxième pitch, on l'a trouvé un peu moyen. Et à un moment, on a trouvé un troisième pitch, et il était 18h, je lui ai dit, bah, vas-y, rentre, je vais le faire tout seul. Et j'ai répété 2-3 fois dans un amphi, parce que je voulais mettre en condition. Et je me suis dit, bon, ça passe. Je connais les lignes, j'ai surligné les titres, parce que je me suis dit, surligner les titres, c'est bien. Je me suis souvenu des titres. Et moi, je pitchais le vendredi après.
Donc le matin, j'étais au bureau. Ben, tu vois, j'avais la Ok, même vie t'as continué ta routine habituelle, ok. et l'après-midi, je vais au pitch. Et là, on me dit, il est bon ton PPT? Je dis, mais de quoi? On dit, en fait, au final, tout le monde aura des PPT parce que sur la finale, il y aura un écran. Je dis, ok. Bon, moi, je voulais parler, quoi. Moi, j'étais Ouais. bien Ouais, tout ouais. seul, sans fond, etc. Et donc là, je fais un PPT en rapide. J'avais mon PC, je fais mon PPT en 15 minutes. Et j'ai le temps de faire un petit tour. Et c'est mon tour. Donc, je commence mon pitch. Là, je vois l'écran qui est juste à côté de moi. Je me tourne et je me dis, merde, c'est pas du tout la bonne slide. Et elle passe les slides de l'autre côté. Tu vois, je fais des petits signes pour dire, passe la slide, bah passe la ouais. slide. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le PPT, il était pas, c'était pas la même version de PPT qu'ils avaient. Donc, il y avait rien qui s'affichait. Je me suis dit, merde. Quoi. Je dis, merde, bon, c'est un peu con, mais bon. Ouais. J'ai bien parlé, j'ai fait mon petit pitch, j'ai ramené une petite bouteille. Mm. Nous, on arrive à transformer ça en ça, etc. Blablabla. Je dis, bon, c'est fait, on verra demain. Et je commence à voir les pitchs des autres entrepreneurs. Je me dis, putain, ils sont balèzes quand même. Ça va être chaud. J'étais pas prêt, j'avais pas de PPT. J'avais une bouteille en plastique et un petit échantillon de trucs. J'ai dit ça. Moyen, tu vois. Et le lendemain, ils annoncent les finalistes. Et je suis dedans. Je dis, nice. Je vais refaire un PPT. Donc, je vais manger. Après, j'essaie de voir le temps pour faire un PPT. Et là, j'ai plus de batterie. Et c'était au CCI. Ah ouais, d'accord, ouais. C'était au CCI, tu vois, ils ont dit, le président, il arrive à 15h, il était 14h. Je me suis dit, soit je rentre chez moi, je prends un chargeur, ou je le branche là, je me mets 30 minutes, je refais un PPT, etc. Soit je me dis, je reste là, je fais pas de PPT, et je le mets en PDF et on verra si ça sort ou pas, tu vois. J'avais aucun moyen de tester parce que dans le grand amphi du CCI, il y avait des conférences depuis le jeudi. Donc personne ne sait comment ça fonctionne. Je sais même pas qui allait faire la régie pour passer les slides. Ok. Et moi j'ai des objets dans la main, donc je pouvais pas faire mon signe du allez passe la slide, tu vois. Il y avait trop de gens. Je me dis bon allez, je le mets en PDF, je l'envoie. J'ai l'occasion de l'envoyer qu'une fois, je me le mets sur WhatsApp. Si quelqu'un me demande le PPT, je lui envoie, je lui dis c'est un PDF, il faut juste passer. Y a pas de slide quoi, y a pas de truc qui bouge, etc. Une fois que j'arrive sur scène, avant d'être sur scène, je me dis putain, je vais pas y arriver. C'est trop dur. Tu vois la pièce, tu vois il y a le gouvernement qui rentre, tu vois tous les ministres qui sont à côté. Après tu vois ce président, tu te lèves, tu te dis purée, c'est quand même un président de la République. Et tu vois la salle et tu te dis ouais, il y a le président de la République, c'est un. Mais après, t'as tous les ministres, t'as tous les gouverneurs, t'as des représentants de PTF, t'as des entrepreneurs. C'est même plus des entrepreneurs, aujourd'hui, c'est des PDG de grands groupes qui sont là, tu vois. Je me dis, merde. Et moi, mon PPT, il bug. Et donc, les autres commencent à monter sur scène, je vois le stress, etc. Et après, comme tu me posais la question, une minute avant, il se passe quoi? Une minute avant, il se passe plus rien. Une minute avant, tu te dis juste, bon, allez, go, tu le fais. Si ça se passe bien, ça se passe bien. Si ça se passe pas bien, ça se passe pas bien, quoi. Et je monte sur scène. Là, c'est le vide. Et c'est le vide et tu flippes et je regarde la pièce comme ça, je me dis, putain, ok, il y a vraiment du monde, quoi. Tu regardais quelqu'un en particulier dans la pièce ou tu regardais un peu dans le vide comme ça? Je regardais dans le vide, j'essayais de voir s'il y avait des gens que je connaissais, et il y avait ma mère dans la pièce. Ok. Donc j'essayais de la chercher, je me suis dit, je la vois pas. Bon, de toute façon, ça change rien, c'est pas là où je vais dire, maman, tu peux me sauver? et ça m'a fait rire vraiment, tu vois, je me suis dit, ok. Et puis, à un moment, je commence à regarder le PRM, et je me dis, ouais, c'est bon, je vais y aller. Et je commence, et je déballe, etc. Et dans ma tête, ça s'est super bien passé. Ensuite, il y a les questions. Pareil, je déballe. Pareil, dans ma tête, ça s'est super bien passé. Et après, on annonce les lauréats, etc. J'étais super content et tout. Et en fait, c'est le jour même, t'es très content parce que t'as gagné, mais en fait, tu sais pas ce que ça représente. Et je pense que 3-2-1 pitch, c'est un des trucs qui nous a vraiment permis de nous développer. C'est un des trucs qui nous a vraiment donné de la visibilité. Et c'est un des trucs sur lesquels les gens, ils ont vraiment vu qu'il y avait un projet qui voulait faire quelque chose par rapport au plastique, tu vois.
Et après, il y a tout ce qui s'est passé derrière, tous les partenariats, toutes les personnes qui sont venues nous contacter, toutes les entreprises qui ont dit, OK, nous aussi, on veut vous donner notre plastique, etc. Et ça, jusqu'à maintenant, on s'en rend compte. C'était une victoire sur une journée, sur un pitch. Ça a duré, allez, 15-20 minutes. Mais au final, l'impact, il est sur plusieurs mois, tu vois. Ouais. Et est-ce que pour toi, personnellement, bon, c'est pas grave, t'as gagné un concours national, tu vois, devant une grande audience très prestigieuse, pardon. Est-ce qu'en toi, tu sens que ça a changé un truc? Que ce soit dans ta perception des choses, que ce soit dans la manière dont tu es, genre toute cette exposition médiatique que tu as eue, on va dire, là, à partir du moment où tu fais partie des lauréats. Bah, en fait, le 3 d'un pitch, il m'a permis de turn sur un truc, c'est de me dire, putain, faut y aller, quoi. On en a parlé, on a fait d'autres concours, on a fait Coupa Kelech, on était visible, on a fait, à un moment, on a fait des actions avec des communes, on était visible, etc. Tu vois, il y avait pas ce turn-là. Et là, je me dis, putain, c'est maintenant ou jamais, tu vois. Et c'est là où tu te dis, soit j'ai pas le truc pour le faire, soit je me dis, j'y vais à fond, et j'y vais vraiment, et je le fais, et je vais au bout. Et c'est là où on a commencé à chercher un atelier plus sérieusement, parce qu'à un moment, tu vois, on cherchait l'atelier, mais en même temps, tu flippes, tu dis, punaise, il y a X millions d'arrières tous les mois à payer. La Dirama, quand t'es en trivasé, il y a X millions d'arrières par mois à payer, etc. Et à partir de ce moment-là, tu te dis, vas-y, je le fais. On verra. Ça se trouve, je vais me casser la gueule dans 6 mois. J'ai parlé devant trop de gens pour ne pas faire un truc derrière. C'était dans le sens là, tu dis, oula, j'ai raconté des trucs. On va équiper des salles de classe. Non. Votre plastique qu'on récupère. Après, je me dis, punaise, on a la machine, elle tourne pas. On n'a pas l'atelier, etc. En fait, pour le moment, tout ce que j'ai dit, ça vaut 0, tu vois. Et c'est là où on a commencé à chercher un atelier. En 3 semaines, on a trouvé, on s'installe le 1er décembre. En parallèle, on avait Play Your Airport avec Ravnal. Et on a aussi eu la chance de le gagner. Et en fait, au final, je sais pas ce que ça a vraiment changé au-delà de se dire, vas-y, on le fait. Mais depuis 3-2-1 pitch, tout ce on essaie de faire sur un NAO arrive quand même à un certain terme, tu vois. Il y a plein de trucs qu'on est sur derrière, mais je raconte pas. Mais les gros trucs sur lesquels on voulait bosser, on arrive quand même à en faire quelque chose. Pareil, l'inauguration du 22 mars. On avait peur que personne ne vienne. Finalement, on a eu 80% des gens qu'on avait invités. On a on a commencé à vendre des meubles. En gros, c'était vraiment un énorme accélérateur dans votre croissance. Ouais, quoi, hein. exactement. C'est ce qu'il fallait pour vraiment, on va dire, lancer le truc for real, quoi. Tu vois ce que je veux dire, genre vraiment à un stade où là, bon, il y a plus de retour en arrière, il y a plus de j'hésite, je tergiverse, c'est tapis ou rien, quoi, on va dire. Exactement. C'était vraiment ça. T'es dans une partie de poker. Au début, tu jouais, tu regardais le flop et tu couchais. Là, t'as vu, bon, t'as Airlines. Tu mets tapis. Il y a pas de flop, t'as fait tapis et tu dis, bon, de toute façon, c'est un tournoi, je peux même plus recaver. Tu vois? Et on a fait tapis. Et finalement, en flop, on a, je vais pas dire qu'on a un as. Ça serait trop tôt, mais on va dire qu'on a une paire. Et il y a encore la turn et la river qu'on attend et qu'on travaille pour que ça se passe bien. C'est super. Et d'ailleurs, récemment, t'as été invité à prendre part au Malagasy Youth Business Meeting, à l'initiative de son Excellence le Président, au travers du programme Firing toujours. Comment ça s'est passé? Et j'ai cru comprendre que vous avez eu l'occasion, chaque entrepreneur a eu l'occasion de parler des problématiques et des solutions qu'il proposait par rapport à son contexte à lui. Toi, qu'est-ce que t'as raconté, on va dire, pendant ce meeting-là? Qu'est-ce que j'ai raconté pendant ce meeting-là? En fait, ce qui était intéressant déjà sur ce meeting-là, c'est qu'on était vraiment tous jeunes. Je dirais, en tranche d'âge, je dirais, c'est du 20-40. Et encore, tu vois. Et pour la majorité, c'est des entreprises qui sont déjà sur une phase de croissance, on va dire. Donc c'était super intéressant parce que finalement, énormément de problématiques qu'on a retrouvées. Moi, pour ma part, j'ai abordé 4 sujets.
premièrement, l'accès aux infrastructures. Aujourd'hui, quand on est un entrepreneur dans l'innovation, on a besoin d'espace, mais on n'a pas besoin de trop d'espace. Aujourd'hui, l'offre du marché en termes d'infrastructures pour les activités semi-industrielles et industrielles, c'est soit du 20, 30, 40 mètres carrés. Donc, t'en fais un petit atelier où t'as 4-5 membres de ton équipe qui bossent dedans. Ou t'as du 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés, 1500 mètres carrés, tu vois. C'est des gros hangars dans des grosses zones industrielles, etc. Et t'as pas le mid-size. Et nous, je dis nous parce que je représente un de nos compagnies et les actionnaires aussi, on s'est dit, nous, ce qu'on veut demander, c'est qu'il y ait un entre-deux. C'est que Madagascar, au travers de, pas du gouvernement, parce que c'est pas forcément une mission du gouvernement de créer des infrastructures immobilières pour les activités, mais au travers de sa force de persuasion du secteur privé de mettre en place cette solution mid-size. Pareil pour l'électricité. Aujourd'hui, tu as la solution je me mets en 400 volts, en triphasé, en courant force, je me mets un backup groupe et je me mets un backup solaire pour la journée. Soit tu as ça, soit tu as, ok, je suis un petit artisan, j'ai du courant simple, je suis en activité quand il y a l'électricité et quand la Germa coupe, malheureusement, comme tout le monde, je peux pas travailler. Et là, pareil, il faut une solution mid-size, tu vois. Et moi, j'ai vraiment essayé de défendre les entreprises qui sont mid-size, qui peuvent pas payer très gros, mais qui finalement, le plus petit, est trop petit pour faire quelque chose. Deuxième point, c'était la visibilité. Aujourd'hui, nous, on a la chance d'avoir l'agence de com qui est derrière, donc on arrive quand même à travailler un petit peu notre visibilité, et encore, parce que c'est pas une agence de com qui est dédiée à un doc. Il y a des clients qui sont prioritaires aussi dessus, mais les entrepreneurs n'ont pas la capacité d'être visibles, que ce soit au niveau national, mais surtout au niveau international. Par exemple, il y a des confrères qui exportaient des produits agricoles. Moi, j'en avais jamais entendu parler d'eux. Et t'écoutes leur storytelling, tu te dis, punaise, mais ils sont balèzes, en fait. Ils sont super balèzes. Mais personne les voit parce qu'ils ne savent pas forcément communiquer, parce que c'est pas leur activité, et personne les aide à communiquer. Et pourtant, on communique des grands projets au niveau local. Et le troisième point sur lequel on a lutté, c'était la concurrence de l'import. C'est pas quelque chose que... Je pense que l'importation est bonne, dans le sens où de toute façon, pour le moment, à Madagascar, on ne peut pas faire tous les produits dont on a besoin. Néanmoins, quand on arrive à avoir quelque chose en local, il faut qu'on arrive à favoriser le local, et ça, c'est vraiment quelque chose que je soutiens moi personnellement, tu vois. Par exemple, moi, j'adore l'initiative des Jovena de se dire, ok, maintenant, on met tant de pourcents de produits locaux. Maintenant, on a la petite étiquette avec le petit cœur drapeau malgache, Vita Malagas. Mais il faut aller plus loin sur ça. Il faut aller plus loin dans le sens où, aujourd'hui, on a des produits locaux qui sont plus chers que de l'import, parce que l'import, ils ont une économie d'échelle de ouf, que les locaux n'ont pas. Et il faut qu'on défende ces locaux qui sont petits, parce que si on n'arrive pas à les vendre eux, ils ne grandiront jamais, ils n'auront jamais l'économie d'échelle, et donc ils ne pourront jamais baisser leur price. Ah, il y a un quatrième point sur lequel on a parlé, c'est l'aspect administratif. C'est super compliqué aujourd'hui en termes d'administratif et de gestion financière de comprendre comment ça fonctionne, on va dire. Il y a il y a de la transparence qui doit être travaillée. Il y a de l'information qui doit être transmise. Par exemple, nous, on avait importé une machine en 2021. Nous, on le savait pas, mais en fait, cette machine, elle était exonérée de droits de douane. Sauf que nous, on n'a pas communiqué les informations qu'il fallait. Et eux n'avaient pas la capacité de nous dire qu'on avait cette exonération-là, parce qu'ils savaient pas ce que c'était comme machine. Et ces informations-là, elles nous arrivent soit au moment où nous par exemple, tu vois, on a un pôle administratif financier qui nous aide sur ce point-là. En vrai, tu l'as pas. Tu sais pas ce qu'il fait, tu sais pas ce qu'il faut faire. Tu as des pénalités tout le temps, mais tu sais pas trop pourquoi. Tu ne sais pas forcément qu'il faut négocier les calendriers de paiement de l'IS, de l'IRSA, etc. Et donc voilà. Et alors là, je voulais revenir un tout petit peu en arrière parce que je suis en train de penser à un truc, c'est que Ando Company, c'est que c'est la deuxième entreprise qu'on reçoit sur Storytown qui est passée par l'incubateur Nexta.
Peut-être, là, c'est une question à destination notamment de ceux qui envisagent de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est quoi ton avis sur le fait d'être incubé et la valeur ajoutée que ça t'apporte et les éventuels coups de pouce derrière qui en découlent? Est-ce que tu penses que aujourd'hui c'est un must euh, ou bon, pas forcément et puis Aujourd'hui, je sais pas comment me positionner. En tout cas, nous, Nexta, je dirais que c'est notre game changer, honnêtement. C'est notre game changer et je pense que si on est là aujourd'hui, si on a notre interview aujourd'hui, c'est parce que indirectement c'était aussi grâce à Nexta. Je pense qu'on n'aurait jamais pu faire ce qu'on a fait aujourd'hui sans l'aide d'un incubateur. Personnellement, moi, j'ai eu la chance de faire un master d'entrepreneuriat. Ça aide un petit peu. J'ai travaillé dans un incubateur pendant 1 an, ça aide un petit peu. J'ai été incubé pendant 6 mois en France, ça aide un petit peu. Mais une fois que tu arrives à Mada, tout ça, ça sert pas à grand chose, on va dire. Mada, c'est un environnement qui est hyper hostile à l'entrepreneuriat, malgré tout. Tout à l'heure, j'ai dit que l'écosystème, il est balèze, mais le pays reste assez hostile à l'entrepreneuriat dans le sens où, pour sortir des financements, aujourd'hui, c'est une guerre. Pour trouver des clients, c'est une guerre parce que on en parlait avant l'interview, mais tu sais, on parlait de la guerre des prix. Aujourd'hui, Mada, c'est de la guerre de prix, c'est pas de la guerre de valeur ajoutée. Pour trouver des locaux, c'est une guerre. Pour trouver des compétences, c'est une guerre. Tout est une guerre ici et ça suit aucune norme, d'aucune formation. Et Nexta nous a permis d'arriver à Mada en se disant on est avec quelqu'un qui connaît l'écosystème et qui va nous ouvrir des portes. Nous, Fiarine, on les a connus et on continue à travailler avec Fiarine aujourd'hui grâce à Nexta, par exemple. Madame Gabriela Vavtsar, ministre de l'EPFT, qui a visité l'atelier jeudi, on l'a connue parce qu'elle a visité Nexta. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ravna Airports, qui est un bon partenaire de Kaki et un bon partenaire de Indo aujourd'hui, on les a connus parce qu'un jour ils ont visité Nexta. Tu vois? Ok. Par exemple, derrière il y a autre chose, il y a la formation, on a été visible sur des salons. Le meilleur salon qu'on ait fait, c'est le salon RSEIDD l'année dernière. On était sur le stand Nexta, par exemple. Il y a Nextu maintenant qui est en train de se lancer avec des formations sur un petit peu tout. Et je suis sûr que pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'entrepreneuriat et qui ne sait pas ce que c'est, mais ça apporte de la valeur de ouf. Et moi, je défendrai toujours Nexta parce que c'est Nexta qui indirectement nous a permis de faire tout ça. Il y a énormément de travail de l'équipe, il y a énormément de temps qu'on a sacrifié, il y a des moments où tu taffes dur, etc. Mais personne ne se fait tout seul. Je vais le dire comme ça. Personne ne se fait tout seul. Je suis fier de dire que Ando et Kaki, c'est des projets en fonds propres, mais ça a été boosté par Nexta. Ensuite, Fiarine aussi, aujourd'hui, nous booste énormément. Sur janvier, février 2023, on a eu des actionnaires qui sont rentrés dans Ando. On a nos clients qui nous boostent aussi, qui nous donnent des opportunités. Et il faut trouver des alliés comme ça. Et un incubateur, c'est un premier allié. Donc moi, je dis, allez-y. Honnêtement, allez-y. Tu parlais du fait que récemment, il y a des actionnaires qui ont pris part à l'entreprise Indo. Comment, par exemple, toi, tu fais pour gérer cet aspect-là? Genre en mode, est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier chez qui tu prends des conseils, par exemple, quand il s'agit de prendre des décisions qui sont, je pense, stratégiques, tu vois, à ce niveau-là? Ou est-ce que vraiment, bon, tu y vas, tu t'analyses à ton niveau, et puis après, bon, on va dire, au feeling avec un minimum d'analyse, évidemment. Mais ce que je veux dire, sinon, derrière, t'as vraiment quelqu'un de peut-être avec un peu plus d'expérience dans l'entrepreneuriat qui te donne des conseils pour ce genre de choses. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont donné des conseils. Dans le sens où il m'est arrivé par exemple d'aller prendre un café avec telle personne qui a une grosse expérience et qui me dit tiens, tu sais, par rapport à tel problème tu pourrais aller dans tel sens, etc. J'en ai eu beaucoup, je pourrais pas tous les citer aujourd'hui, mais je pense qu'ils se reconnaîtront. C'est des gens avec qui j'ai passé 1, 2, 3 heures et qui ont été des game changers sur plein de trucs. Je pense qu'il y a 3 personnes, on va dire, qui ont, si on revient sur le profil de ce que tu disais, qui ont plus d'expérience
et qui ont vraiment du vécu dans les entreprises pour être de très bons conseillers, que je remercie énormément. Premièrement, c'est Carole Rakunjembe, qui est du coup la DG de Nexta, qui, qui est plus qu'un mentor aujourd'hui, on va dire. Mais je sais même pas, mais c'est tout bête, mais je lui parle pas souvent. Je lui parle, on se croise dans les bureaux et je lui parle. Au moins, on se dit, bah, viens, on va fumer une clope, quoi. Et là, elle me dit des trucs et là, tu te dis, bam, ça tourne. La deuxième personne, je dirais que c'est un oncle à moi, qui lui est dans tout ce qui est, c'est un ingénieur de formation. Il a été DG d'entreprises à Madagascar qui sont dans l'industrie minière et pétrolière. Et je pense que même lui, il le sait pas, donc petit big up. Ouais. Mais on a pour habitude de déjeuner ensemble les samedis. Et on parle de plein de choses qui ont rien à voir. Mais parfois, il dit des trucs et ça a du sens. Je vais partager un truc qu'il m'a dit il y a 3 mois, mais il m'a dit, tu sais quoi, un DG, ça doit être celui qui est capable de prendre une décision sur un aspect ultra stratégique de l'entreprise, comme par exemple une fusion ou une vente, mais c'est aussi celui qui doit aller vérifier s'il y a du PQ aux toilettes, tu vois. La phrase, elle est banale de ouf. Mais quand tu prends du recul, tu te dis, ok, ça veut dire que moi, je dois être stratégique, mais qu'en même temps, je dois être sur chaque détail pour m'assurer que tout fonctionne bien. Et pareil, et il m'a dit une autre phrase qui n'a pas de sens. Il m'a dit, de toute façon, dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde du travail, dans le monde des DG, des PDG, des dirigeants, soit t'es un petit con, soit t'es un vieux con. Quand t'es un petit con, t'es trop ambitieux, tu veux faire plein de choses, mais finalement, tu sais pas comment le faire. Et quand t'es un vieux con, tu restes sur ce que tu sais faire, et finalement, tu veux arrêter d'innover. Donc, à toi de te positionner. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux être un petit con ou un vieux con? Mais il faut que tu saches où est-ce que tu es. Et toi, idéalement, tu serais... Et moi, je sais que je suis un petit con. Moi, j'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein de choses. Je pense que le monde m'appartient, blablabla. Je suis super ambitieux et tout. Et ça te remet à ta place. Tu te dis, au final, quoi que tu fasses, t'es con, en fait. Il faut toujours se remettre en question, se dire que, ok, parfois t'es trop ambitieux, parfois il faut s'aligner à la réalité. Parfois peut-être que sur certains sujets, tu fais le vieux con et du coup, t'acceptes pas de changer les choses. Et je dirais la troisième personne qui m'accompagne beaucoup, c'est ma mère. Elle est dans les ressources humaines. Et du coup, moi, j'adore manager, j'adore être un leader, mais je suis pas quelqu'un de patient. Je sais ce que je veux, et et quand je veux un truc, je veux l'avoir tout de suite, tu vois. Et ça, c'est un défaut que j'ai créé au fur et à mesure, parce que quand je voulais un truc, je le faisais tout et je l'avais. Quand je voulais un truc, je le faisais tout et je l'avais. Mais dans le monde de l'entrepreneuriat, ça marche pas comme ça. Il faut énormément de temps. Et elle m'apprend cette patience-là et elle me dit, tu sais, quand tu gères ton équipe, faut telle patience. Quand tu travailles avec des partenaires, faut être patient, faut savoir relancer, faut avoir le bon discours, etc., etc. Et voilà. Les 3 personnes plus expérimentées que moi qui m'aident beaucoup, c'est ces 3 personnes-là, je dirais. On arrive sur la fin de notre discussion, mais c'est vrai que il y a quelque chose. Je pensais pas en parler à la base parce que c'est au fur et à mesure de notre discussion que ça m'est venu à l'esprit. C'est vrai que entreprendre, c'est en très grande partie une aventure humaine. Au début de notre discussion, j'ai dit que il y avait un cofondateur. Bon, finalement, c'est une histoire passée justement. Moi, je voulais savoir, c'est possible, avec Elodie, c'est passé quoi pour que aujourd'hui elle ne fasse plus partie de l'aventure? Avec Elodie, c'est passé quoi? En fait, on était ensemble à Madagascar en 2020. Et il se trouvait que l'environnement de Madagascar ne lui correspondait pas. L'environnement de Madagascar ne lui correspondait pas et elle était prête à venir travailler ici, mais avec énormément de sacrifices. Et on s'est dit, écoute, soyons raisonnables. Aujourd'hui, comment je dirais ça? Je sais pas comment le dire. C'est l'écosystème, en fait, on va dire. Ouais, non, Elle était pas prête à cet écosystème-là, tu sais. Quand tu commences à vivre à l'étranger, que t'as fait des années là-bas et que tu vois le rythme et que tu tombes à Mada et tu te dis, damn, c'est ça.
Et c'est ça qui était dur. Mhm. C'est ça qui était dur et du coup, on a décidé d'un commun accord de ne plus travailler ensemble. D'accord. Ok, en gros, ça c'est, on va dire, bien fini, quoi. C'était pas non plus sur une grosse dinguerie que... Non. Ok, super. Bah écoute, franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce partage, pour nous avoir parlé en toute franchise de pas mal de sujets. Moi, ben, je te souhaite à toi et aux entreprises que tu diriges aujourd'hui et aux futurs projets ben, que tu entreprendras, ben, le plein succès, vraiment, quoi. Merci beaucoup. Merci Axel. C'est des top d'être invité. Franchement, j'ai hâte de voir comment ça sort. Merci. Ah bah, tant pis.